l'effectif en ce moment, c'est un effectif, il faut peut-être revoir notre façon de s'exprimer, c'est un effectif qui n'est pas aussi mauvais en possession particulièrement. D'accord. C'est d'être capable d'avoir un échantillon de matchs qui ont quelque chose en commun. Une chose est sûre, c'est que ça peut pas être sur la rive sud, à moins que, après la ville de Montréal transfère le dossier, mais ça serait vraiment très étonnant. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de Plein Axe. Frédéric Laure avec vous, en compagnie d'Olivier Brett, les deux descripteurs du CF Montréal. On est mardi 7 avril, le lendemain du week-end pascal, du long week-end. Le lendemain de quelque chose. Ouais, c'était Pessa aussi, parce qu'on est internationaux. Ouais. Happy Pessa. Ouais. OK, d'accord. Il y a Moïse dans Pessa aussi. C'est un T-shirt, ça? Il y a un hoodie là-dedans. Il y a un hoodie. Comment vas-tu? Je sais pas. Couvre-feu ce soir en passant. Ah oui, pourquoi? Il faut être tôt au lit parce qu'il faut que tu sois en forme. Parce pour demain. on enregistre un mardi. On est le mardi 7 avril, oui. Donc. Et le mercredi 8 avril, c'est la soirée des membres. Tout à fait. Qui est, à mon sens... À laquelle on participe. Oui, exactement. On va l'animer. Je pense que c'est su. C'est dans le communiqué et tout ça. C'est su de ceux qui ont eu l'invitation. C'est sur l'affiche. C'est sur le poster. Oui. C'est ça. Puis là, je veux pas être en colère, c'est pas parce que je l'anime, puis c'est loin, je le dirais même sans, puis tu le sais, je suis conséquent là-dedans. C'est un joyau dans l'arsenal, dans l'escarcelle du CF Montréal, c'est un joyau, je pense. Parce que c'est le fun, à chaque fois que j'y vais, ce sont les partisans, les purs et durs, ceux qui sont là depuis le début, contre vents et marées, qui ont envie de participer, d'être partie intégrante de ce club-là. Les joueurs sont disponibles, les joueurs descendent, tu peux leur toucher de façon raisonnable et avec le consentement. Oui. Parce que le consentement, c'est sexy, Olivier. Tout à fait. Tu peux avoir des autographes. C'est toujours une super soirée. Fait que good pour le CF Montréal. Ceux qui y seront, j'espère que vous aurez peut-être écouté ce podcast-là avant. Ça va vous mettre dans l'ambiance. Puis, je sais pas à quel point on est disponible pendant cette soirée-là, pré ou post job qu'on aura à faire, mais si vous avez l'occasion de venir nous serrer la main, ça nous fera grand plaisir. Je signe pas d'autographe. Parce que c'est le premier contact avec l'équipe avant la rentrée à domicile qui va se faire la semaine dernière, parce qu'entre toi puis moi, les 6 matchs sur la route, avec le match en fin de semaine dernière, ça n'a pas été extraordinaire comme récolte. Ce qui nous amène à la question parapluie de tout ça. Maintenant, Montréal a une fiche d'une victoire, 5 défaites. C'est pas très bien. En fait, pas besoin d'être bachelier en mathématiques pour comprendre que c'est pas top. 3 points seulement sur une possibilité de 18. La question parapluie, ça va-tu vraiment mieux aller à Montréal? Mieux aller? Ça va-tu être mieux à Montréal? Mieux, moins bon. Mieux. Plus. Puis pour apporter cette question-là, pour répondre à cette question-là, sur quoi on doit reposer notre réflexion, Olivier? Qu'est-ce qui serait des éléments de réponse à ça va bien mieux aller à Montréal ou ça va pas bien mieux aller à Montréal? On a souvent... J'aimerais ça être capable de dire ça va être soit le eye test en voyant un fond de jeu plus important, en voyant des patrons qui se répètent, en voyant, bref, des flashs plus nombreux de ce qu'on cherche à faire match après match. Ou des mathématiques pures. Il faut que tu marques plus, il faut que tu encaisses moins, parce que là, t'es quoi? Tu frôles 3 buts par match en moyenne. Il faut que tu encaisses moins, d'abord. Parce qu'attends une minute, Non, mais attends. Okay, ce que je veux dire, c'est que prends les mathématiques comme tu veux. T'as pas de retour. T'as pas assez de points, puis t'aurais dû en avoir plus. T'avais des opportunités d'en prendre plus, puis t'es as laissé sur la table, que ce soit en fin de match à Chicago, en fin de match à Cincinnati, à Orlando. Pour moi, c'était toutes des places où tu pouvais aller chercher des résultats. Fait que, tu sais, d'habitude, là, tu te dis, tu vas chercher des points où tu as vraiment des indicateurs qui sont au vert, mais il faut que tu travailles le fond de jeu, ou tu dis, le fond de jeu est là, fait que les indicateurs vont suivre. Là, t'as ni l'un ni l'autre. Toi, t'as rouge de chaque barre. C'est pas de fond de jeu. Il n'y a pas grand-chose. Puis, tu sais, je me gratte la tête là, depuis en fin de semaine.
Puis je comprends que Marco Donadel a parlé après le match d'une grande performance de son équipe, mais que le deuxième but, qui était selon lui débattable, est-ce que c'était hors-jeu ou pas? On peut concevoir que grande performance, en passant, c'est un peu lost in translation. Il a fait une... Un peu. Mais il y aurait En peut-être... québécois, on aurait dit une bonne performance. Oui, mais moi, même ça, OK. puis oui, puis tu fais bien de le préciser, là. Même si tu avais dit on a fait un bon match, mais pas tant que ça. Puis les Revs, pour moi, là, puis je vous écoutais avec Vincent, les Revs ont fait 15-20 minutes correctes en début de match. Ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons, puis au final, là, on essaye de rationaliser que s'il était arrivé telle affaire, puis s'il n'y avait pas eu tel truc, mais au final... Puis c'est vrai que tu encaisses le dernier tard dans le match, mais mathématiquement, là, tu te fais planter 3-0. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ouais. En même temps, tu vas me dire, parce que c'est ça que le podcast d'aujourd'hui va être là-dessus. C'est genre la perception versus la vraie effing réalité. Là. Parce que la perception, c'est un match qui ont perdu 1-0. Oui, comment c'est... La réalité, c'est qu'ils ont perdu 3-0. Exactement. OK. Dans cette fameuse conférence d'après-match aussi, il a dit, à partir, puis ça fait quelques fois qu'il répète ça. Puis quand le coach le répète comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en dessous d'important. Au deuxième match après Chicago, le moral était très bas, il l'a dit lui-même. Puis ils ont changé des affaires. Puis... Il a dit on se concentrait trop sur l'autre équipe sur les 2 premiers matchs. Oui. Ce qui est un peu bizarre aussi... Par rapport à ce qu'il a dit ces derniers temps par rapport aux autres équipes, on parle notamment à Orlando puis son utilisation de Raimi. Je voulais faire juste cette incise-là. Moi, ce que je veux dire que si... Puis là, c'est un effort de conceptualisation fort que je te demande parce que j'essaie de faire le contre-argument de ce que tu dis pour essayer justement d'aller dans tous les raccoins puis voir où on en est. Si tu prends le match des Red Bulls, Orlando... Qui a suivi les Red Bulls. Ouais. Cincinnati, qui a gagné à 75%, puis qui est perdu lamentablement dans les 25 dernières minutes. Puis Nouvelle-Angleterre. Avec des changements beaucoup trop tôt à Cincinnati. Oui. Aussi. Avec des ajustements. Écoute, toutes les équipes font des ajustements. Je regardais Toronto qui joue déjà un peu mieux cette saison. Fait que faut relativiser. Est-ce que ces quatre matchs-là, plus 2 autres qui s'en viennent à domicile, Philly, contre Philly qui va tout croche, qui est une équipe de contre-attaque, ça va être intéressant. Personne ne va vouloir le ballon dans ce match-là. Peut-être qu'on pourrait jouer sans ballon. Ouais. Puis après ça, tu vas avoir les Red Bulls qui sont déjà battus. Puis après ça, tu as le NYCFC qui est une autre paire de manches. Ouais. C'est une équipe compétitive, non? Montréal? Mais c'est pour ça que je te dis, mais on se base sur quoi? Sur la qualité du jeu? Ou on se base sur les chiffres. C'est pour ça que je te disais tantôt, moi, c'est là mon inquiétude par rapport à revenir au Stade Saputo. Qu'est-ce qui va... Tu sais, si tu étais une équipe qui contrôle les matchs, mais à un moment donné, dans des périodes clés d'une rencontre, parce que tu es sur la route, ça dérape. Tu sais, souviens-toi, c'était avec Laurent Courtois, je pense, ou c'était peut-être Hernan Losada. Il y avait une grosse différence à domicile parce que tu étais plus calme. Puis ça roulait un peu plus. Tu avais un fond de jeu plus en maîtrise que sur la route. T'sais, mais là, est-ce que tu vas mieux t'occuper du ballon? Moi, je regardais le match en fin de semaine. Là, ça joue une passe à la fois. Il y a rarement là, des séquences en possession où tu dis « OK, ils se sont sortis du trouble. C'est ce que tu travailles à l'entraînement. Tu changes le point d'attaque puis ça embraye. » Mais tu me dis ça, hein? Au niveau de la possession, c'est un problème, là. Quand ils ont le ballon, mais c'est normal. De vouloir garder le ballon, c'est difficile. Ça m'a fait penser à Chicago, où ils étaient tous mauvais, les joueurs. En début de match, c'est une catastrophe. Mais mauvais techniquement, là, genre, ils ont des pieds carrés, ils jouent avec les boîtes des Kleenex d'un pied, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est à ce point-là, est-ce que c'est mental? Peut-être. Puis là, tu rentres à la maison et tu dis, enfin... Mais en même temps, c'était... Est-ce que c'est mental ou physique? Parce qu'en ce moment, là, moi, ma théorie, puis on en a parlé au deuxième match, je me suis dit, c'est peut-être physique. C'est peut-être l'intensité qu'on a demandé aux entraînements, puis les gars sont fatigués, mais... Parce que c'est pas la qualité de cette équipe-là. Cette équipe-là, tu regardes ce qui la compose, cette équipe-là est bien meilleure que ce qu'on voit, puis ça récolte. Puis c'est ça. Que ce qu'elle fait, je vais dire, mais ce qu'on voit.
Non, mais Ouais. puis je suis peut-être pas clair là, avec ma distinction, là, mais je reviens tout le temps, première année de Wilfried Nancy. Les chiffres n'étaient pas tout le temps là. Tu encaissais, tu faisais des erreurs, mais tu disais, OK, je comprends ce que tu essaies de faire. Ça n'a pas marché parce que ta première passe, elle a été coupée, mais après ça déboulait. Tu voyais des patrons de jeu, tu voyais des choses qui se répétaient de match en match, ce qui veut dire que il y a le message du coach qui passe ou les entraînements portent fruit. Là, c'est random. Puis c'est peut-être le fait qu'il y a tellement de changements d'un match à l'autre, tellement de changements en cours de match. C'est-tu parce que tes assises, les Jaime, je reviens tout le temps avec Jaime et Piette, parce que au départ, là, c'était supposé être des sure shots. C'était des gars qui jouaient. On commençait la saison avec ces gars-là. Puis ça a été le cas pour Piette, puis après ça, c'est la première fois en 9 ans qui passe 4 matchs de suite sur le banc. 5 matchs de suite quand il est disponible. Mais c'est drôle que tu parles de Wilfried Nancy parce que je me suis dit ça parce que je pense que Donadel l'a clairement identifié aussi le problème de garder le ballon puis jouer au ballon. Mm-hmm. C'est une équipe qui avait ce désir-là, ou du moins, comme plusieurs, s'est dit, hey, on va être joueur aussi. On va être capable d'offrir un visage, une facette de cette équipe-là qui est capable de jouer avec. Mais là, plus ça va, plus ils se rendent compte qu'ils ont de la misère à gérer le ballon puis à enchaîner, justement. Puis je me disais, c'est-tu au niveau de la qualité? Parce que là, il y a plusieurs qui disent... Puis des même joueurs? Oui. Puis il y a plusieurs qui disent, avec l'arrivée de Frankie Amaya, déjà, ça va aider à cette possession, cette transmission, cette reconversion vers l'attaque aussi. C'est un département dans lequel Frankie Amaya est bon, supposément. Il va-tu être au marquage man-to-man, Frankie Amaya? Non, mais c'est ça. Mais l'autre affaire, mais c'est parce que mon point est juste, tu dis Wilfried Nancy, l'effectif en ce moment, c'est un effectif... Il faut peut-être revoir notre façon de s'exprimer. C'est un effectif qui n'est pas aussi mauvais en possession particulièrement qu'il le prouve en ce moment. C'est peut-être pas un des meilleurs effectifs de la MLS, mais c'est pas quelqu'un qui... C'est pas un effectif qui ça joue en deçà de ses capacités. Efrain Morales, on va juste le prendre lui comme exemple. Il est perdu, le Morales. Non, je peux juste finir pour Wilfried Nancy. L'effectif de Wilfried Nancy était-tu à ce point-là, même s'il y avait Dave Johnston, plus tard, on va les apprendre. Meilleur que là, ou encore... Si tu veux. Puis là, c'est difficile de comparer, puis c'est difficile, on peut trouver l'argument puis le contre-argument. Mais je regardais Colorado, notamment, qui joue contre Toronto. À 10, là, ils ont gardé le ballon, Toronto. Colorado, je veux dire. Puis regarde l'effectif du Colorado, puis compare à celui du CF Montréal. C'est pas vrai que... Puis là, encore là, il y a plein de circonstances, puis j'entends les entraîneurs nous écouter dire « Ouais, mais c'est pas fair de comparer deux façons de faire, deux façons différentes, deux circonstances, deux trucs. » En même temps, moi, je le dis, c'est pas parce qu'il manque de qualité qu'ils peuvent pas garder le ballon aussi. C'est pas ça la raison. Puis moi, c'est pour ça que si les coachs nous écoutaient, ça ferait une discussion intéressante. Ils nous écoutent. Moi, je demanderais, mais après combien de matchs on peut les soulever, ces questions-là? Je suis allé, j'étais au 5-7 RDS après 2 matchs en début de saison. C'était peut-être après le premier à San Diego, mais il me semble que c'était après le deuxième à Chicago. Puis j'ai dit, le marquage man-to-man, pour ce truc-là spécifique, 10 matchs. Moi, je suis prêt à donner 10 matchs, sachant que Donadel est là depuis toute la saison dernière aussi. Par intérim, j'en conviens, avec un groupe qui n'était pas le sien, puis c'était clair qu'il y avait des problèmes, même s'il y en a encore, parce qu'il y a des joueurs qui aimeraient avoir son gars au milieu de terrain, son ailier gauche. Mais là, au bout de 10 matchs, si tu ne prends pas moins de buts, si avec le ballon, les gars sont aussi difficiles à trouver, parce que moi, c'est on parle tout le temps de la défense man-to-man, d'un point de vue défensif, évidemment, mais c'est l'impact sur ta transition offensive qui est majeur pour moi, parce que les gars sont tout le temps préoccupés par rester proche de l'autre, mais quand tu es proche de l'autre, l'autre est proche de toi. Puis à la récupération, c'est difficile de trouver où tu es hors position, fait que les circuits de passe, c'est pas fluide comme ça pourrait l'être si tu jouais zone ou hybride. 10 matchs pour que quelque chose clique, qu'on commence à voir, c'est ça. Tel gars, là, il a compris. Ce binôme-là, ça marche. Mais en ce moment... 10 matchs, ça nous mène à Atlanta, le prochain voyage du CF Montréal. C'est-à-dire qu'il va y avoir Philadelphie, les Red Bulls, puis New York. Mm-hmm. Ça, c'est 9. Puis 10, c'est Atlanta. Puis tu te ramasses à la trêve, dans le fond, là, de la Coupe du Monde. T'es pas loin... il va te rester 3 matchs avant la trêve. C'est ça. Plus le championnat canadien aussi.
En même temps, le championnat canadien, j'ose croire que tu es capable mais moi, de le gérer dans n'importe quelle circonstance. Là, c'est pas, Mais là où j'en viens, là, puis c'est ce qu'on avait demandé à Luca Saputo quand il a dit on veut voir des améliorations. Tu le quantifies comment? Puis je pense qu'on lui avait posé la question à Saint-Pétersbourg au camp d'entraînement. Tu regardes quoi? Tu le quantifies comment? Tu as le eye test, puis tu as des trucs qui sont plus quantifiables. En ce moment, j'aimerais vraiment ça te dire qu'il y en avait un des deux qui est au vert, mais c'est pas le cas. Là. En tout cas, moi, j'aime ça ce que tu dis, 10 matchs pour l'état-major en ce moment, parce que là, tout le monde se demande est-ce que Donadel est sur le hot seat aussi, puis c'est un peu normal, on est dans le sport professionnel. J'aime ça ton barème de 10 matchs, parce que là, il va y avoir 3 matchs à domicile. Après ces 3 matchs-là, il va y avoir une vraie question à se reposer, puis une vraie décision drastique peut-être à prendre au vu des performances, je pense. L'autre affaire, en termes d'amélioration, j'ai 2 points. L'amélioration de la cohésion entre l'état-major et le coach. Parce que c'est un enjeu aussi. Ce sont des jeunes, c'est un jeune état-major, c'est un recrue qui apprend encore le métier, d'accord, puis c'est normal. Là, au début de l'année, on l'a eu avec Jaime. Avec ce milieu de terrain-là, on en a parlé la semaine dernière sur le recrutement d'Amaya. C'est pas nécessairement le casting dans lequel Donadel, en fait, que cherchait Donadel. Je pense qu'il s'en accommode présentement. Puis c'est pas, on en a parlé encore, je vous réfère à l'épisode de la semaine dernière, Amaya à voir et même intéressant dans les circonstances. Mais là, un des problèmes aussi de cette équipe-là, personne ne prend la profondeur aussi. Puis il n'y a pas personne dans le casting pour prendre la profondeur. Est-ce que la cohésion entre le personnel technique puis le coaching staff est assez bon? Tu veux dire entre la direction puis la direction et le coaching staff. Au vu du recrutement cette saison. Je me demande, il me semble qu'il manque tout le temps quelque chose à cette équipe-là. On se retourne, OK, Amaya, la transition. OK, oui, mais la transition, qui c'est qui va prendre la profondeur? C'est pas Jaime. Parce que c'est ton ailier gauche, mais il veut un ailier gauche qui... C'est-tu lui qui ne s'adapte pas? C'est-tu la direction qui ne s'adapte pas assez? C'est-tu la direction qui est entre 2 chaises en disant on suit notre plan, mais en même temps, on va accommoder notre coach? Est-ce que quand ça va bien jouer... C'est une bonne Parce que là, ça, t'es dans la zone grise. Là. Puis quand ça va bien jouer, est-ce que tout ça va faire du sens? Parce que, puis on parlait de la construction. L'an passé, c'était un peu plus clair, un peu plus basic. Puis c'est pas une mauvaise... Mais il y a constamment, c'est peut-être surligné par les conférences de presse de Marco Donadel, des trous ou des manques dans cet effectif-là. La dernière en liste, pour moi, c'est une capacité de prendre la profondeur. Ça, c'est un. L'autre affaire d'amélioration, c'est le passif. Je veux dire, passif, c'est pas... C'est le leg que donne Donadel, parce qu'on insiste souvent sur l'an dernier, l'intérimaire, puis toi, t'en parles beaucoup, ça a été un point de bascule par rapport à ton choix, ou du moins en disant, est-ce que Donadel, je le reconduis ou non? Qu'est-ce qu'on a amené de la dernière année? Est-ce que la dernière année aurait été une année juste d'attente, en attendant qu'on amorce celle-ci puis qu'on adresse les vraies choses aussi? Parce que encore là, on peut comparer à d'autres équipes. Là. Prends Chicago. Là. Chicago, qui est l'équipe qui a fait le plus haut bond au classement. On en a parlé encore, je voudrais faire dans d'autres podcasts. Plus 23 points d'une année à l'autre. C'est pre-Berhalter, post-Berhalter, première année Berhalter. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Berhalter est arrivé, puis visiblement, son grand chantier, ça a été l'attaque. Cette équipe-là a bien joué, mais continué d'encaisser comme Chicago savait le faire. C'était une des traditions à Chicago, se faire poter des buts régulièrement. Cette année... mais ça jouait-tu en attaque, par exemple? Ça jouait dessus. Cette année, ça continue à jouer en attaque. C'est ça. Puis, ça travaille... Écoute, 5 buts en 6 matchs. Résultat partiel. On verra à la fin de la saison, puis on fera les comptes peut-être à la fin de la saison. Mais Berhalter, de la première année, il a réglé un problème.
Puis il semble être en train d'en solidifier un autre. Comme Toronto dans le temps avec Drew Moore. Là. Il était allé chercher, il était venu se faire planter à leur première présence en série en 2015. Ils se font planter 3-0 en barrage face à Montréal. Puis il y avait les Giovinco, Altidore, Bradley. Puis ils sont allés régler la défense. Ça se fait pas tout d'un coup. Puis moi, c'est pour ça que quand il y a eu la lettre l'an dernier, on s'est dit 1 an, 1 an et demi. Ça te prend 3-4 fenêtres de transfert. Là, moi, puis je comprends Donadel comme leader de cette équipe-là. Je le comprends d'essayer de positionner les choses avec le verre à moitié plein. Mais l'an dernier, moi, je me disais, OK, ça revient aux 20 points. Qu'on les 20 points supplémentaires qu'il pensait aller chercher cette année. Puis c'est super cohérent il est super cohérent avec lui-même parce que quand il analyse a posteriori, tu te dis, avec les expected goals les plus projetés l'an dernier, il n'y avait pas tort. Je comprends. Mais on est moi, encore dans ces excuses-là en ce moment. C'est ça. Puis peut-être qu'excuse, c'est trop négatif, péjoratif comme terme. C'est ça. Mais tu es en train de rationaliser ce que ça aurait pu être. Mais combien de temps? Combien de temps tu peux faire ça? Puis si ton eye test est là, c'est pour ça que je reviens à Wilfried Nancy. Nancy, là, pendant que tout le monde déchirait sa chemise, puis je suis rien de spécial, là, pendant que tout le monde déchirait sa chemise parce que Rudy Camacho avait encore fait une erreur de relance puis il encaissait, moi, je comprenais où ça allait parce que des fois, dans un match, tu disais « Ah, là, ça a fonctionné, ils l'ont fait. » Imagine quand ils vont être rodés. Ce « Ah, ils l'ont fait. » Il n'y en a pas. Parce qu'en même temps, c'est un peu ras les pâquerettes. Les gens qui disaient « Hey, Wilfried Nancy, notamment, ce qui incarnait le plus le mécontentement vers lui, c'est relancer derrière le gardien de but. Nombre de fois, Montréal, dans les premières années, ont raté le coche parce qu'ils se sont fait scorer. Là, il rate le coche. Mais ça marchait des fois. Fois. Puis d'un match... Penses-tu? Oui. On réécrit pas? Non. Puis d'un match à l'autre... Puis moi, j'étais correct avec ça. Parce que tout le monde ne marche pas des fois. Parce que... 17 buts encaissés en 6 matchs. Je veux dire, c'est comment on quantifie ça marche. Puis c'est pour ça que je te dis, tu as le high test, mais au final, si tu as encaissé 17 buts en 6 matchs, c'est quoi qui marche? Puis là, tu reprends le high test. Victor Loturi, il était meilleur l'année passée ou cette année? Il était meilleur l'année passée. Là, non, on a été les premiers à dire qu'il y a une progression dans son jeu. T'as raison, mais il jouait vers l'avant. Avec le ballon, il était bien meilleur. Il brisait des lignes. Ouais, mais le touriste, c'est passé. Demande-moi un autre joueur, mettons. Parce que le touriste, ça compte pas. Parce que si je prenais un Polaroid de 6 matchs l'an passé, il y a un 6 matchs, je pourrais dire, l'an passé, c'est bien mieux. En même temps, il gagnait. C'était pas 6 matchs. C'était la deuxième portion de saison. Mais Efrain Morales. Ah non, mais là, il en perd, Efrain Morales. Mais c'était une recrue en même temps. Oui, mais l'an dernier, il était plus stable. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça que je te dis, on se base sur quoi? Puis moi, là, je suis prêt à j'ai pas la réponse à ça, mais je serais curieux de savoir, que ce soit la direction ou Donadel lui-même, on regarde quoi? Parce que là, j'ai l'impression que d'un match à l'autre, puis c'est ça que j'essaie d'exprimer par rapport à Wilfried Nancy. Puis Nancy, là, moi, j'admirais le fait qu'il allait vivre puis mourir avec ses fameuses valeurs, qu'elles soient humaines ou sportives. Mais ça ne changeait pas d'un match à l'autre. C'était sa manière de faire à tous les matchs. Alors que là, il y a une bonne explication après chaque rencontre, mais c'est constamment un contexte différent. C'est un expulsé, c'est un but encaissé tôt, c'est une chance ratée. Ouais, mais il y en a toujours un autre. Puis c'est là où je me dis, pendant combien de temps, en attendant que ça... Tu sais, puis tu me connais, là. Moi, le match en fin de semaine, moi, il m'a vraiment laissé sur ma faim parce que le plus inquiétant, c'est en face. Je trouve que c'était pas une bonne équipe du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Puis j'ai un feeling après le match qu'on se dit, on n'est pas loin parce que c'était 2-0 avec un but litigieux jusqu'à la toute fin. Ouais, mais en même temps, je pense que si c'est ce discours-là face aux Revs, ça va être quoi face à Toronto, mettons, puis Josh Sargent, quand tu vas l'affronter? En même temps, est-ce que tu accepterais le fait si Donadel te disait on les a fait déjouer, on les a rendus mauvais aussi, parce qu'on en a parlé
Mais toi et moi. quelle équipe mauvaise marque 3 buts et en encaisse pas un? C'est une victoire professionnelle aussi. Justement, c'est peut-être une bonne équipe qui a joué un mauvais match puis qui est contente d'avoir gagné. Oui, mais c'est eux. Fait que tu les as C'est pas la fait marque d'une bonne équipe. as pas fait déjouer. Hmm. Laisse l'autre équipe te faire déjouer si c'est pour te donner des victoires de 3. Non, mais tu comprends-tu? Ah ouais. Mais moi, c'est... Non, je me fais juste l'avocat du diable. Puis tu fais bien parce que je suis le premier à dire, le Marco Donadel, moi, j'étais pour le fait qu'il soit là, puis je suis pour lui donner du temps aussi. Ma question, c'est la même qu'on a posée à Lucas. C'est quoi les indicateurs? C'est quoi les... Puis là, en ce moment, je peux pas croire qu'il y en a une tonne qui sont au vert. Puis c'est ça. Moi, ce que j'admire, par contre, c'est que ce groupe-là, ils n'ont jamais décroché l'année passée. Puis ça doit dire quelque chose. Puis je ne vis pas la vie à l'interne. Ça doit dire quelque chose sur Donadel, son staff, puis la relation qu'il y a. On en a beaucoup parlé avec méfiance au début de saison. Je pense qu'au camp d'entraînement, je pense qu'on a bien fait d'être méfiant. L'ambiance dans le groupe, on s'est dit là, ça ne donne pas de points en banque, l'ambiance. Non. En même temps, as-tu vu une équipe qui a abandonné? Ils n'ont pas abandonné l'an dernier. Ils n'ont pas abandonné cette année. Tu sens la frustration, le Prince Owusu qui envoie des pointes après le match et tout ça. Mais tu pourrais avoir un groupe pas mal plus démobilisé que ça. Puis le fait qu'il soit encore fédéré, mobilisé, ça, chapeau, parce que c'est pas facile dans les circonstances, surtout avec le camp d'entraînement où tu as passé 2 mois sur la route. Non, ça c'est... Je pense pas que les partisans veulent entendre ça. Mais ça, c'est un problème. Puis c'est pas tant le problème de Donadel, c'est son problème cette année. C'est un problème de club, là. D'avoir été sur la route? Oui, parce que ça va arriver l'an prochain aussi. Ouais, ça va arriver dans le calendrier automne-printemps. Non, ça n'arrivera plus. Ben oui, tu vas passer une séquence. Qu'est-ce que tu vas faire de janvier en 2027, là? Oui, mais ça va être en milieu de saison. Puis en 2028. En 2028, le stade olympique va être ouvert. Non, il y a une année complète, là, ce fameux nouveau calendrier. Il y a une année complète où le stade olympique ne sera pas disponible. De décembre, de début novembre à avril, là, tu vas être sur la route même plus longtemps, ça se trouve. Oui, mais ça... Entrecoupé par les vacances de Noël. Mais ça, moi, on va avoir l'occasion d'en parler probablement avec Quentin Parisis tantôt. Mais moi, je suis prêt à vivre avec ça. J'ai pas... c'est plate. C'est compliqué. Mais moi, c'est tough. À chaque fois. Oui, je le sais que c'est tough, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui fait que tu t'écroules 2 fois face à une équipe qui joue à 10? Non. C'est-tu ça qui fait qu'on se pose des questions sur Jaime? Mais regarde la fiche de toutes les équipes à l'extérieur. Bon, tu vas me dire les bonnes équipes. Les équipes moyennes, regarde la fiche à l'extérieur. T'es pas loin si tu gagnes à Cincinnati puis tu fais match nul à Orlando. Oui, mais Fred, t'as pas fait match nul à Orlando. T'as pas gagné à Cincinnati. Puis je suis d'accord avec toi, là, moi, je suis tout le temps verre à moitié plein. Mais là, c'est comme on est en train d'inventer du liquide là, qui n'a jamais été dans le verre. Puis j'aimerais ça là, être beaucoup plus optimiste. Puis pour répondre à la question, j'adorerais ça, là, qu'il y a quelque chose qui clique. Tu entends la cloche sonner 3 fois, 4 fois. Tiens, tu marques 3 buts, tu gagnes le match en fin de semaine face à Philadelphie. Mais c'est ça, je te dis, c'est tous des scénarios hypothétiques. Pas dans le futur, là. C'est pas être over-optimiste pour ce qui s'en vient. C'est être optimiste pour des choses qui sont jamais arrivées. Puis c'est là où je me demande combien de temps tu peux tenir ça avant que le constat soit il faut changer quelque chose. Puis moi, je commence à changer quelque chose demain matin. Si on peut changer une affaire, moi, c'est le marquage man-to-man, qu'on prenne notre gaz égal un peu avec ça, qu'on enlève une bûche du foyer du man-to-man, qu'on soit un petit peu plus hybride. Puis je pense que juste ça enverrait un message de on s'ajuste, puis ça va, on l'espère, porter fruit à la maison. Accorde ta guitare parce que je vais te faire ton riff dans quelques minutes, OK? Mais avant, j'ai fait les stats des 4 fameux matchs à partir des Red Bulls, Orlando, Cincinnati, puis Nouvelle-Angleterre. Mm-hmm. Montréal a plus de tirs, 70 à 52. Montréal a plus de buts projetés, 8 contre 7,6. Au niveau du score, c'est 7 à 9 pour l'adversaire dans cette séquence-là. Ça te dit, écoute. C'est des stats. Vous les prenez puis vous en faites ce que vous voulez parce qu'on peut faire parler les stats. Mais c'est pour ça que je te dis. Puis ça se défend. Ça se défend. Mais combien de temps? Hein? Moi, c'est surtout ça. Là. OK, si c'est ça qu'on me dit, là, les voyants sont au vert, puis c'est nos indicateurs à nous, puis au volume,
quand tu tentes plus que l'adversaire, choisis-les. Là. Sur 25 matchs, ça se rééquilibre. Moi, je suis prêt à acheter ça. Mais c'est ça. C'est sur 25 matchs. Bon, tu es prêt pour ton riff? Vas-y. T'as-tu réchauffé tes doigts? Ouais, aussi, c'est pis tout? Guitar Hero. La charte de profondeur. Ouais. Brandon Craig. David Bougaille, notamment. Mhm. Ça t'a-tu fatigué en fin de semaine? Parce que là, on avait l'impression que Neil puis Avilés étaient devant Brandon Craig. En même temps, Oui. je sais pas. Neil était je pas suis blessé, right? right? Non, Neil n'était pas blessé. Avilés était dans l'avion, il était juste en avant de moi. En même temps, dans les circonstances, faut-tu lui en vouloir d'essayer des affaires, de pitcher des nouilles au mur, voir si ça colle? Bougaille qui était pas là, puis soudainement il est là, puis il joue un bon match. Ben, moi je reviens à ce que je te disais il y a quelques semaines. Moi, je préférerais, puis là, ça devient un débat philosophique, puis Marco Donadel est payé pour coacher une équipe de MLS. Moi, je suis là pour analyser et dire ce que j'en pense. Moi, je préférerais qu'on décide, qu'on statue sur X nombre de joueurs, puis eux, on leur donne 3-4 matchs. Ça bouge plus. Tu vas avec ces gars-là, puis au fur et à mesure, on réanalysera. Puis c'est là où la discussion avec la haute direction devient importante. Puis cette synergie-là dont tu parles est précieuse parce que en haut, ils vont comprendre que moi, là, dans ma tête, là, c'est lui, puis lui. Qu'il y a un bon match, un mauvais match, il va rejouer quand même la semaine prochaine parce que je pense que à terme, nos meilleures chances sont avec ces gars-là. Mais tu me parles de gars en défense. Prends le même exemple avec Opoku qui débarque de nulle part après 1 an et quelques, ou Escobar qui revient, qui repasse. Ouais, mais qui repasse là, devant Opoku en fin de semaine. Ouais. Mais c'est pour ça que Daniel Rios qui n'existe plus aussi. C'est pour ça que je te dis, moi je trouve ça extrêmement difficile d'essayer de comprendre qui se bat pour quel poste contre qui. C'est Bougaille, puis Bougaille, il a été bon, là. Méchant tir de l'extérieur de la surface, d'ailleurs. Puis il a été bon. Mais là, ça veut-tu dire que, mettons, Thoralson n'existe plus? Il se bat-tu Il n'a jamais vraiment existé à droite. Défenseur droit. OK. Hidalgo, Guboglo. Je le sais pas, mais c'est parce que tu as des bons de 2, des fois 3 gars dans l'effectif quand c'est pas jouer à un poste carrément différent que le tien. C'est Thoralson sur la gauche en début de saison. Fait que tu sais, puis la performance de Bougaille a donné raison à Donadel. Il a été bon, moi, oui. je trouve. Brandon Craig l'a pas mal moins été. Fait que là, tu te dis, c'est une réussite ou c'est... Fait que là, Bougaille reste, puis Craig débarque. Puis c'est qui revient? En même temps, Craig Morales, c'est pas dans l'idée. C'est un gars qui est bon au pied, qui est défensivement, qui a de la misère. L'autre, c'est un kamikaze. Non, mais moi, de 6 pieds 4. Moi, c'est juste la cohérence d'un match à l'autre. Parce que tout ça, les gars sont dans ton effectif. Il faut bien que tu y vois quelque chose. Là. Je comprends que tu ne seras pas 100% satisfait de tous les joueurs que tu as dans ton groupe. Mais moi, c'est plus d'un match. Puis c'est pour ça, en fait, c'est ça. C'est d'être capable d'avoir un échantillon de matchs qui ont quelque chose en commun. Puis là, la seule chose que je vois en commun, c'est les explications qu'on a pour les buts encaissés puis la défaite la victoire qu'on a échappée. C'est un échantillon de match. C'est ça mon plus gros souhait. Que ce soit avec le même alignement, que ce soit avec des changements qui sont apportés en cours de match où tu as un fil conducteur, c'est ça que j'aimerais. C'est 3-4 matchs où tu es capable de voir une suite dans les idées d'un match à l'autre. Te connaissant, je pense que tu aimerais ça qu'on passe à 3 défenseurs. Ben, puis là, je comprends qu'on pourrait dire, techniquement, on était à 4 à New York dans la seule victoire qu'on est allé chercher. Il y avait Avilés, Vera puis Morales. Mais moi, oui. Mais Avilés était à droite. Oui, à 3, parce qu'à 3, je trouve que tu ramènes Jaime. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Jaime, c'est pas un ailier gauche. OK. C'est un 10. OK. Carmona arrive de nulle part en cours de saison. Il est bon. Il a été très bon à ses débuts. Il pousse ton seul joueur désigné à gauche. Fait qu'en l'espace là, de 180 minutes,
Puis il a marqué, là, Carmona. Mais en l'espace de 180 minutes, il pousse ton seul joueur désigné que tu vois comme numéro 10. Ben, que tu vois comme numéro 10 à gauche, où tu trouves que c'est pas là que tu vas être capable de le mettre en valeur. Fait que moi, je pense que si tu joues à 3 derrière, tu amènes du trafic autour de Morales, qui est fébrile là, depuis le début de la saison. Ton marquage man-to-man, si tu es encore convaincu que c'est comme ça que ça va fonctionner, tu limites l'espace entre les joueurs, puis je pense que tu limites ta vulnérabilité défensive, puis tu amènes plus de densité avec Carmona puis Jaime en arrière de Prince Owusu. Moi, c'est excitant, ça. Je pense que très rapidement, tu peux avoir un visage plus performant parce qu'on revient à la même chose qu'on disait tantôt. Cette équipe-là, il y a plus de qualité que les résultats l'expliquent. Mais oui, j'ai passé à 3 derrière pour moi. Comme tu as fait à New York, je comprends pas pourquoi on est sorti de là. Alors qu'on se concentrait justement sur nous. Morales, juste avant qu'on parte, il faut parler de ça. Hein. Ils ont perdu combien d'argent, le CF Montréal, avec cette défaite-là face à l'Irak? C'est sportif, je faisais. Mais on le fait en clin d'œil parce que depuis le début... Est-ce qu'il perd plus d'argent avec son début de saison puis le début de saison du CF Montréal ou en faisant pas la Coupe du Monde? En faisant pas la Coupe du Monde. Peut-être, mais quand tu vas être rendu à... C'est quoi, c'est 17 matchs avant la Coupe du Monde? 14, je pense. 14. Si tu encaisses encore 3 buts par match, là, Campbell, il a fallu que ça se replace un peu, là, ou il a fallu qu'il y ait une bonne fin de saison l'année d'avant? Je sais pas. C'est une bonne question. En même temps, c'est une perte. C'est pas... écoute, c'était un bon pari, puis on se frottait les mains en se disant si Morales se qualifie avec la Bolivie pour la Coupe du Monde, mais ça reste un goût de circuit pour le CF. Oui, mais tu sais quoi? Justement, là, puis c'est un gars en qui je vois encore beaucoup, beaucoup de potentiel. Il restera plus longtemps. Ben oui. C'est correct de même. Avant de passer, parce qu'on va recevoir dans quelques instants, tu en as parlé, tu as vendu la mèche, Quentin Parisiste, de Québec Soccer, le magazine. Je vais juste te dire, j'ai parlé à Thomas Gillier rapidement aussi. Hein. Sa grand-mère algérienne, il y a une grand-mère algérienne, mais qui n'est pas restée, qui est repartie à un moment donné de l'Algérie. Bref, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Il est content que son nom circule, mais pour lui, c'est le Chili. Puis ce qui est intéressant aussi pour Thomas Gillier, encore là, un joueur dont la confiance s'est émoussée en ce moment. Hein. Gillier, on serait à moins, mais bref. C'est un nouveau cycle, hein, le Chili. C'est vraiment une génération plus... En fait, après une très, très bonne génération, de quelques années, c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est un groupe qui est jeune, il s'inscrit là-dedans, fait que ça pourrait être intéressant, en fait ça va être intéressant pour lui de rester avec la sélection du Chili, parce que le gardien de but en ce moment, il a 32 ans, je pense qu'il joue en Championships, pas sûr, à vérifier, mais bref, c'était une opportunité, puis je pense qu'il s'inscrit dans le renouveau du Chili. Thomas Gillier aussi, ultimement, veut s'inscrire là-dedans. Fait que je trouvais ça intéressant. J'ai pris quelques minutes pour parler avec Thomas qui est un sympathique. C'est une équipe, somme toute, sympathique d'ailleurs. J'espère qu'ils vont s'en rappeler eux-mêmes, le CF Montréal, face aux membres mercredi prochain. C'est une équipe qui est de remplie de gens sympathiques. Au-delà de tout ça, ça fonctionne mal. Puis ça fait longtemps que aussi les partisans viennent d'une autre époque. Oui, mais c'est ça. Il y a plusieurs partisans qui ont vécu. Oui, une autre perspective. C'est ça, exactement. Les partisans ont vécu l'année passée, ont vécu les dernières années. Il y a une urgence, là. Chapeau aux fans, pas la même quand tu y travailles. Chapeau aux fans qui ont fait le voyage à Foxborough en passant. Vous entendez? Est-ce que ça passait à travers la télé? Oui. Yes? Oui. Il était perché dans le coin, c'est plate parce qu'il y a des bancs libres. Ouais. Je te les aurais descendus, mon gars, là. On est-tu prêt pour Quentin? Il a amené du sirop d'érable, hein, parce que ça, c'est une Christie de schnout. Hein. Que la Nouvelle-Angleterre pense qu'ils ont du meilleur sirop d'érable que nous autres. C'est parce que là, mon gars, c'est qui ton... Faut qu'on jase. Écoute, faut qu'on jase. OK, on est prêt pour Quentin, je pense? Yes. Bon, deuxième partie de Plein Axe. On reçoit, pas n'importe qui, Olivier, on reçoit le rédacteur en chef de Québec Soccer, M. Quentin Parisis. Bonjour, Monsieur Lord. Bonjour, Monsieur Brett. Je suis content de te voir. J'ai le dentier, je pense, qui n'a pas tenu. C'est pas, probablement, c'est le caramel qui est pogné entre les gencives. Merci d'être là parce qu'on veut parler du dernier numéro de Québec Soccer qui est disponible présentement, disponible notamment via votre site web à quebecsoccer.ca, c'est bien ça? Absolument.
Et puis, écoute, on va entrer dans le premier sujet. Cette année, là, si je ne me trompe pas, on va venir sur le Supra via les articles de Québec Soccer. Tu vas suivre le Supra spécifiquement ou tu vas continuer à faire ton travail à travers la Ligue comme tu le faisais? Cette année, ça va être vraiment sur le Supra. Donc l'année dernière et les saisons précédentes, puisque c'est ma 4e saison pour la Ligue canadienne. L'année dernière, je faisais toute la Ligue, en fait. Et puis, je faisais des entrevues avec les joueurs, que ce soit à Calgary, Vancouver, etc., vraiment partout. Cette année, vraiment sur le Supra, c'est-à-dire les avant-matchs, les après-matchs et des entrevues avec des joueurs du Supra ou alors avec des joueurs, peut-être d'autres équipes, mais qui vont venir jouer à Montréal, à Laval, au cours de la saison. Moi, j'ai une question. Je pense que pour nos auditeurs qui suivent en dilettante un peu la naissance du Supra, en fait, qui est encore bébé, qui fait pas ses nuits, je pense, probablement. Est-ce que Quentin est équipé? Ouais, c'est ça. Moi non plus, je fais pas mes nuits. Non, exactement. C'est ce que je veux dire. Ils vont-tu être bons? C'est ça l'affaire. Est-ce qu'il va être compétitif? Je pense que c'est la première question à laquelle on se pose. En abordant ça, ils vont-tu être compétitifs? Ils vont être compétitifs, mais ils vont-tu être bons? David Choignard a dit première place, là. David Choignard a dit première place. Ils ont de l'ambition. Après, avoir une bonne équipe, c'est une chose, mais il y a une équipe en face. Donc, il faut voir aussi quelles sont les équipes en face. En toute honnêteté, ils vont avoir un défi cette année. Ils vont avoir un défi, mais c'est normal, c'est une équipe d'expansion qui, en plus, est mis comme le mandat de n'avoir que des Québécois. Donc, il y a 11 postes à combler, plus les remplaçants. Donc, à chaque poste, il faut que tu aies un joueur vraiment performant, alors que les autres équipes recrutent dans le monde entier. Donc, c'est sûr qu'il y a un défi qui est important pour le Supra. Après, ils peuvent créer la surprise. Ça, on n'est jamais à l'abri. Mais honnêtement, il y a des équipes comme le Forge FC, par exemple, qui paraît vraiment supérieure. Les grosses cylindristes, ce sont les Forges. Ottawa, champion en titre, même s'ils ont perdu quand même quelques joueurs importants au cours de l'entre-saison. Halifax, qui a recruté un entraîneur que vous connaissez bien, Vanni Sartini, qui entraîne maintenant à Halifax, donc c'est quand même assez ambitieux comme projet. York, qui a fait aussi un gros, donc Inter-Toronto désormais, puisqu'ils ont changé de nom au cours de l'entre-saison, qui a fait un gros recrutement. Ils ont des propriétaires mexicains, il y a pas mal de joueurs mexicains qui arrivent, notamment des joueurs qui ont évolué assez longtemps en Liga MX, etc. Donc c'est quand même une équipe ambitieuse. Donc, c'est sûr que ça va se bagarrer fort. Après, le Supra, c'est aussi difficile de se prononcer, étant donné que c'est une équipe qui se crée, qui n'a pas joué, qui est en développement. Donc, c'est à voir. Tu parlais tout à l'heure de l'identité québécoise. Moi, je pense que c'est, en termes de branding, puis d'identité, par définition, c'est extraordinaire. Ça a beaucoup, beaucoup fait jaser. Je sais qu'il y a eu un certain rebrand au CF Montréal qui se voulait à vocation internationale. Le Supra a pas mal fait jaser de lui un peu partout sur la planète en raison de ce modus operandi-là. Là, je parle à un gars qui n'a pas vu un match encore. On s'en reparlera peut-être dans 6 mois. Y a quelqu'un qui a vu un match? Non, mais ce que je veux dire, on jase avant d'avoir vu le produit sur le terrain. Le 100%. Je pense que c'est ça qui est attrayant parce que... 100% québécois? Québécois. C'était catégorique. En même temps, est-ce que ça va toujours être vu d'un bon œil ou est-ce que le fait d'avoir été à ce point-là catégorique va faire en sorte que le jour où tu as besoin d'un attaquant de l'Ontario, ou tu as besoin d'un gardien du Vermont, est-ce que tu penses que la perception va être d'avoir échoué ou est-ce que tout le monde va comprendre que, ouais, mais là, c'est 100%, là, mais c'est pas une figure de style, mais pas loin? En fait, je ne sais pas si un jour il y aura des gardiens de l'Ontario et du Vermont, en fait. Jusqu'à quel point ils peuvent, en fait, tenir le rythme. Ceci dit, il y a potentiellement le développement aussi du club qui rentre en compte. Une académie qui à mon avis, est indispensable, en fait, pour s'en sortir et continuer dans cette voie-là. Sur le recrutement, en fait, plus ça va aller, et à mon avis... peut-être moins il y aura besoin de joueurs de l'extérieur. Cette année, il y en aurait sans doute eu besoin parce qu'il y a des joueurs qui sont inexpérimentés à des postes stratégiques. Par exemple, la défense centrale, moi,
m'interpelle un peu parce que après peut-être qu'on va être étonné qu'il y a des super joueurs qu'on ne connaît pas et qui sortent du circuit amateur. Mais pour construire ton premier effectif, dans le fond, c'est plus là où peut-être pour combler certains trous, on aurait pu dire à terme, l'objectif c'est 100%, mais pour être compétitif dès le départ. Je te parle sportivement. Après, sur le branding, c'est sûr que si tu annonces une équipe 100% québécoise et que dès l'année 1, 100% québécoise, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, il y a un choix qui est fait. Je pense que Rocco et toute son équipe sont assez clairs sur le fait que non, on reste fidèle à nos principes. Ce qui est extraordinaire en passant. J'essaie juste de me projeter à savoir comment ça va évoluer, si ça a besoin d'évoluer sportivement à un certain moment. Mais tu sais, regarde, on parle de la défense centrale. Des défenseurs centraux québécois professionnels, il y en a. Je veux dire, à Halifax, il y a Thomas Meyer-Giguère, il y a Jefferson Alphonse. À Ottawa, il y a Loïc Cloutier, il y a Sergei Kozlovski. Tu as déjà 4 défenseurs centraux de bon niveau qui ont beaucoup ou suffisamment d'expérience pour jouer en CPL, en première ligue canadienne avec le Supra, etc. Ils sont sous contrat, ils ne sont pas disponibles. Ouais, mais théoriquement, tu te projettes, ces gars-là ne seraient jamais partis du Québec, auraient joué chez toi. Potentiellement. Après, ils auraient peut-être commencé là. Il y a une chose aussi auquel il faut penser, c'est que le Supra veut des Québécois, 100%, mais est-ce que tous les Québécois vont aller jouer au Supra? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a un moment aussi, le potentiel sportif qui existe, c'est-à-dire... OK, Ottawa va te proposer la Coupe des champions de la CONCACAF. Est-ce que tu vas prendre ce défi-là plutôt que d'aller au Supra? Donc, évidemment, ça demande pour le Supra d'avoir un vivier. Le vivier, il est là, mais il faut l'exploiter. Et vous savez, dans la Ligue canadienne, des joueurs qui viennent du circuit amateur et qui s'imposent, il y en a, mais il n'y en a pas non plus énormément. Ce n'est pas la normalité encore de suivre ce chemin-là. Donc c'est sûr que le Supra va avoir à se développer, puis c'est tout à fait l'envie du club d'aller là-bas, mais c'est ça, il y a des enjeux qui doivent être relevés. Oh, c'est top. Écoute, on pose la question, on va avoir besoin d'un gardien du Vermont. J'en aurais jamais besoin d'un gardien du Vermont au Québec, je pense. Parce qu'au contraire, premièrement, bravo Rocco Palestino puis toute l'équipe d'avoir fait ce pari-là, puis d'avoir pas fait de concessions. Bravo en 2026 de faire ça. Top. Il faut le redire, puis je vais le redire quand ça va mal aller, puis je vais le redire jusqu'à la fin des temps. Je trouve que dans le contexte de la Premier League canadienne, c'est super. L'autre affaire, c'est que la pression aussi est diffusée à un certain moment. S'il en manque un attaquant ou il en manque un gardien, là, c'est sur puis ça va peut-être rallier même l'ensemble de la structure. À un moment donné, au Québec, on va se dire, coudonc, peux-tu former un Christy de gardien pour le FC Supra? Là, on ne parle pas encore, puis en tout respect, c'est pas... Mais du FC Barcelone, là, puis on est en masse capable avec la compétence qu'on a ici au Québec, puis la qualité qu'on a au Québec, de former un vivier assez fort pour soutenir une équipe de la Canadian Premier League. Puis, est-ce que ça va avoir comme effet aussi, ça risque de faire une équipe qui est jeune, qui est dynamique. Puis on parlait de Jesse Marsh depuis le début, qui a challengé la Ligue, qui a mis au défi la Premier League canadienne, la première ligue canadienne, c'est ça? Ouais, c'est bien. Tranquillement, je l'adapte. Jesse Marsh a mis au défi cette première ligue canadienne, je dis en anglais, de se rajeunir. Montréal, le Supra, le Québec va être devant ça, grâce notamment avec Rocco Placentino et son équipe. Je suis d'accord. Puis là, juste pour être clair, là, moi, je me positionne pas en pessimiste. J'essaie juste de voir comment la perception des gens, je pense que c'est unanime en ce moment, tout le monde est fier que quelqu'un ait eu le courage et la foi qu'il y avait assez de qualité ici. Moi, c'est ça qui m'interpelle dans le projet. En même temps, on le répète, tu n'as pas joué un match. Tu parles de Jesse Marsh. Lui, son intérêt en ce moment, c'est quoi? C'est d'avoir des jeunes pour que ces jeunes-là graduent en MLS ou graduent ailleurs, puis qu'éventuellement, le sélectionneur, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, en profite en équipe nationale, parce qu'il n'y a pas d'intérêt perso d'avoir des plus jeunes. Si tu as des plus jeunes, par contre, tu as moins d'expérience. Moi, tout ce que je dis, là, est-ce que tu parles de gardien? Est-ce que tu es willing, si tu es le Supra, avec Rocco, il y a Nick, DeSantis, il y a le staff d'entraîneur, tu as beaucoup de gens avec des émotions correctes autour du sport. Es-tu willing d'attendre 2 ans que ton gardien de chez vous arrive à maturité? Es-tu willing de perdre certains matchs parce que ça va payer sur le long terme? As-tu cette patience-là? Parce que tu reviens à Jesse Marsh. Jesse Marsh, il est arrivé quoi en 2012? On a commencé en lui donnant
le défi d'être compétitif. Quand il a été compétitif, on en a voulu plus. Et Nick DeSantis, chapeau d'ailleurs, parce que ça me démontre beaucoup de recul, d'introspection puis d'humilité. Il a dit on n'aurait pas dû bouger la barre des attentes en cours de saison. Ça a été une erreur parce que ça a mis une pression indue sur tout le monde. J'ai hâte de voir, moi, c'est ça le côté, puis c'est pas juste de l'externe, c'est à l'interne à quel point on va être confortable de mais si ton principe de base, c'est d'être Québec, 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 tu n'auras pas d'autre choix que cette fébrilité-là, de la canaliser ailleurs. Peut-être que ça va trop mettre de pression sur le système, puis que ça va faire des guerres intestines à travers Soccer Québec, là. Mais en même temps, justement, tu n'iras pas mettre un diachylon en allant te chercher un attaquant de l'Ontario. Là. Tu vas te mettre de la pression à l'interne. Puis, tu sais sur qui ça met de la pression aussi? Vous savez où je m'en viens? Je m'en viens comme un troc, pas subtil. Mais il y a nombre de journalistes et de chroniqueurs sportifs qui nous disent depuis longtemps, Molson Labatt, le Canadien, puis les Nordiques aussi, les Nordiques mettaient de la pression sur le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale de hockey pour avoir plus de Québécois. Ça va faire, je pense que ça va faire quelque chose de semblable. Si le Supra a moindrement un peu de succès, ça va donner de la pression, ça va mettre une bonne pression sur le CF Montréal. Puis en ce sens-là, moi, je suis prêt, je pensais pas le faire, je pensais que c'était pas bon pour la business, puis je pensais jamais me rendre là, mais en lisant Québec Soccer cette semaine, je me suis dit, de la chenoute. Pendant la pause internationale ou pendant la pause de la Coupe des Ligues, ça nous prend un amical Supra CF Montréal. Au Stade Saputo. Même le CF Montréal devrait, pour montrer c'est qui le boss encore, puis que le Supra, justement, dans ce genre de match-là, ce genre d'équipe-là, rien à perdre, c'est tout le temps l'équipe B qui gagne. Moi, j'en veux un à chaque année. Ça va mettre de la pression sur tout le monde, sur les dirigeants, sur la structure. Ça va engager un peu plus les gens. Je pensais jamais te dire ça, mais à la lecture de Québec Soccer, je me suis dit, la chenoute, match Supra CF Montréal. Moi, avec l'attaque de Trois-Rivières, on a battu l'Impact dans le temps, au Stade Saputo. Puis on parlait de Nick DeSantis. Il y en avait long à dire à la première équipe quand on les a battus. Good. Je dis ça, je dis rien. C'est qui le joueur du Supra cette année? Si, justement, ceux qui nous écoutent qui n'ont pas suivi, est-ce que c'est David Chouanière? C'est qui le joueur qui va amener cette équipe-là? Il y en a plusieurs. Sean Rea, évidemment, qui sort d'une bonne saison à Halifax et qui lui, a vraiment joué toute la saison, etc. Ce qui n'est pas le cas de David Chouanière l'année dernière, qui était quand même pas mal challengé, mais qui jouait au Forge FC, qui est vraiment une coche au-dessus aussi, qui est une équipe. Il y a plus de profondeur. Exactement, et puis qui a recruté des joueurs depuis plusieurs saisons, des joueurs vraiment très expérimentés. Il y a des joueurs qui ont joué en première division allemande au Forge FC, alors pas 200 matchs, mais qui a quand même joué en première division allemande, des joueurs qui ont joué pas mal en Belgique. Là, ils ont recruté Ligue 2 française, donc c'est des joueurs qui offrent vraiment une compétition importante. Donc je pense que Sean Rea a quelque chose à jouer. Il y a Abzi qui a beaucoup à jouer aussi, parce que lui avait eu un beau développement de carrière, qui s'était envolé pour la France, etc. Puis il a été suspendu pour dopage. Et donc, il revient 2 ans plus tard. Et donc, je pense qu'il a des choses à prouver et à rappeler qu'il est un bon joueur, parce que c'était un des meilleurs latéraux de la Ligue à l'époque où il jouait dans la Ligue. Donc, il y a ces joueurs-là, évidemment. Et il y a ceux venus du monde amateur qui sont en grand nombre, en fait, au Supra. Là, ça va être évidemment un peu plus délicat pour moi de vous donner des noms, parce qu'on ne les connaît pas tous. Après, parmi les vedettes du monde amateur, il y a évidemment l'attaquant Loïc Kouemi, qui est un petit peu attendu, qui avait eu une première expérience à Vejle qui ne s'était pas très bien passée, mais qui est pareil, là, il faut prendre en compte le contexte de Vejle, qui était un club qui vivotait dans un stade vide, etc. Donc, c'était pas forcément facile. Ils ont toujours quasiment été derniers de la Ligue, et maintenant, ils ne jouent plus. Donc lui, maintenant, il a l'occasion de montrer qu'il valait mieux que les 0 buts marqués à Vejle. Donc, je pense que lui peut être aussi un joueur à suivre. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai posé la question à David Chouanière pour le magazine, parmi les joueurs amateurs, lesquels t'ont un peu marqué. Il m'a parlé de El Kalkouli, donc j'ai pris bonne note. On va regarder ce qu'il donne. Et j'ai aussi entendu parler de Mathis Chrétien, quand même, le défenseur, qui apparemment est un bon joueur. Donc on peut avoir des surprises, des découvertes, et c'est en fait le mandat aussi du Supra de faire découvrir des joueurs. Et tu sais, on parlait tout à l'heure de... C'est une business d'opportunité. Hein. Je fais des 100%. Blagues, mais c'est ça pour le CF Montréal, mais c'est ça aussi pour le Supra en ce moment. C'est des gars qui ont des occasions de se faire valoir dans des contextes. Tu parles de Loïc, qui n'a pas eu le bon contexte.
C'est une économie d'opportunité pour eux. Exactement. Et sur les résultats, c'est sûr qu'il faut vivre avec le fait que le Supra va vivre des cycles, en fait, et va dépendre de certaines générations. Est-ce qu'il y a du talent sur une certaine génération pendant 1, 2, 3 ans maximum, ou là, ils ont une belle génération, ils vont peut-être pouvoir aller chercher quelque chose. Et puis, il y aura d'autres générations, si on reste toujours sur le 100% québécois, où il va y avoir des creux. Ça, c'est le principe des générations et des clubs qui, justement, ne peuvent pas aller chercher ailleurs des joueurs. Tu fais avec ce que tu as. Et donc, parfois, tu vas avoir des très belles équipes. Et puis, parfois, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Ça, à mon avis, c'est ce qui nous attend. Tu sais, à terme, là, on regarde les championnats nationaux. À un moment donné, on regarde, tu parles de génération, tu parles de l'équipe Québec. Puis, à terme, le Supra nous permet de nous intéresser peut-être un peu plus encore à la pyramide. Peut-être. Je dis ça, là, puis ça on est au départ. Ça va être une grosse job de storytelling. Tu sais, moi, le Supra, en ce moment, là, comme n'importe quel club, à sa première année, tu as des moyens limités parce que tu peux pas te mettre à tirer dans toutes les directions. Mais t'es le Supra, tu vas pas faire un tour dans les tournois un peu partout au Québec pour faire des features sur la star de 11 ans qui a joué au tournoi de Granby, tu sais, pour commencer à déjà planter dans la tête de ces kids-là, hey, c'est chez nous que tu veux jouer parce que nous, on va représenter peut-être pas ta ville, mais la province, parce que tu as une opportunité là. Mais combien de temps avant une équipe à Québec? Parce que ça va venir challenger ton identité. Là, tu seras plus tu sais, un club d'ici pour ici, super. Mais si tu en as un deuxième, là, à un moment donné, tu peux garder ce filon-là, mais tu as de la compétition. Donc, les prochaines années, là, pour vraiment marquer l'esprit des gens, des jeunes qui pourraient éventuellement se ramasser avec toi, c'est vraiment précieux pour le Supra. On parle-tu du Centre national d'entraînement aussi? Parce que ça, c'est peut-être l'article qui est le plus probant, ou du moins, non, écoute, c'était un bon article là-dedans pour situer les gens. C'est l'actualité. L'Association canadienne de soccer a ouvert les candidatures pour accueillir le Centre national d'entraînement, c'est-à-dire là où l'équipe nationale va s'entraîner, là où les joueurs vont revenir des différents clubs de la planète pour s'entraîner, et aussi où il va y avoir un peu de développement aussi dans ces centres d'entraînement-là. J'espère Montréal. À 102 terrains, j'espère qu'il va y avoir un peu de développement. Il va y avoir beaucoup de développement. Montréal est là. Montréal est là. On est combien? Il y a combien de dossiers qui ont été déposés? Est-ce que tu le sais? Officiellement, il y en a 7. Ça, c'est ce que Canada Soccer a annoncé. Après, il peut y en avoir plus parce qu'ils ont annoncé ça. Ce n'était pas terminé, leur appel d'intérêt, leur demande d'information. Donc, il y en a minimum 7, sachant que c'est d'un océan à l'autre. Il peut y avoir quand même pas mal de villes intéressées par cette infrastructure parce que c'est une infrastructure importante. Oui, pour le Soccer Canada, évidemment, parce que toutes les associations importantes, toutes les fédérations ont ce genre d'infrastructure. Je veux dire, il y en a qui sont très connus. Coverciano en Italie, c'est le centre d'entraînement de l'équipe d'Italie, on le sait, Clairefontaine en France, etc. Je veux dire, des infrastructures de ce type, il y en a dans les fédérations qui prétendent être sérieuses et avoir des ambitions. Il y en aura une aux États-Unis, à Atlanta aussi, menée par Arthur Blank, le gars de Home Depot, le gars d'Atlanta. Le propriétaire de... Ouais. Mais en ce sens-là, là, on est de l'extérieur, puis on est tôt dans le processus, puis on l'entend bien. Mais en même temps, c'est ce que l'article... T'en parles un peu dans l'article, mais pour toi, là, si tu avais à classer les candidatures pour l'instant, parce que c'est de la communication, les gens l'entendent dans la maison. Là, mais si tu avais à nous classer, qui est en avance pour recevoir, si tu avais à parier? Là? Ça, c'est difficile. Par contre, que je ne peux pas exclure d'emblée que Montréal puisse l'obtenir. Ça, c'est un fait. C'est sûr que... Tu veux dire, c'est pas juste pour la forme, pour bien paraître? Là, Alors, pour être parfaitement honnête, au départ, je pensais que c'était strictement pour la forme. Ah ouais? Ouais, je pensais ça parce que Vaughan, en Ontario, avait pas mal travaillé ce sujet avant même la demande de Canada Soccer. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là-dessus. Vaughan, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'est au même endroit où le Toronto FC a son centre? Je crois pas. Okay. Je ne crois pas. C'est dans un parc. Moi, je connais pas la région. Moi, j'étais là il y a 2 semaines, en fait, là, au centre d'entraînement. Puis c'est pour ça que je me suis demandé, tu as une place pour les concerts. Bref, ce serait... Vaughan, c'est 30 minutes à peu près du centre-ville de Toronto, si je ne m'abuse. 45? C'est 2h30 avec trafic, mettons. Mais c'est environ ça. C'était à 20 minutes de l'aéroport, en fait. C'est ça. Plus au de Pearson.
Ouais. Donc, au départ, tu pensais que c'était pour la forme parce que Vaughn, absolument, c'était dans la poche. Absolument. En fait, ils avaient déjà commencé. Alors, le processus avec Vaughn avait commencé à l'époque où Nick Bontis était président de Canada Soccer. Donc, ça fait déjà quelques années que ça travaillait, etc. Et moi, il y a 2 ans, j'avais déjà fait un suivi auprès de la ville pour savoir si ça continuait. Et il y a 2 ans, c'était oui, on continue, etc. Sachant qu'évidemment, entre-temps, Nick Bontis était parti. Il y avait eu un renouvellement de... Quand tu dis la ville, tu veux dire Vaughn. Vaughn, ouais. Absolument. Donc, il m'avait confirmé. Leadership aussi à Soccer Canada avec Kevin Exactement. Donc, avec le renouvellement du leadership, est-ce que vous continuez? La réponse, il y a 2 ans, c'était oui. Bon, j'avais rien sorti parce qu'à un moment, oui, mais j'avais pas plus de détails, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, ok. Et donc, j'avais été étonné quand Soccer Canada avait sorti cette demande d'information parce que je me suis dit, tiens, il y avait un projet en cours, puis on ne sait pas d'où ça sort, il demande aux villes de lever la main, etc. Quand j'ai vu la publication de François Legault, puisque c'est parti de là, François Legault a publié une photo en compagnie des dirigeants du CF Montréal et de plusieurs ministres, disant qu'il appuyait la demande, la ville. La ville de Montréal. J'avoue que j'ai été un peu étonné, surtout que c'est sorti la veille de la fin le deadline fixé par Soccer Canada. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment opportuniste, mais on va quand même aller vérifier. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler vraiment pour l'article, le sujet, en me disant, voilà, j'ai contacté le gouvernement. Donc, d'abord le cabinet de François Legault, qui m'a dirigé vers le cabinet de Isabelle Charret au sport. Et entre-temps, BPM Sport avait indiqué que c'était sur la rive sud que potentiellement il y avait de l'intérêt. Donc j'ai creusé un peu du côté de la rive sud, puis j'ai rien trouvé. J'ai appelé le CF Montréal et finalement j'ai appelé la ville de Montréal. Et donc après les éléments sont mis en place. Et au fil de mes appels, en remettant aussi dans le contexte, parce que je me suis replongé dans la demande d'information, que veut exactement Soccer Canada. Donc, ils veulent un très, très grand terrain avec donc 4 à 8 terrains de soccer, plus des bureaux, plus des vestiaires, plus un potentiel développement à côté, etc. Il y a un petit stade aussi. Un mini-stade, exactement. Je me suis dit, ils veulent vraiment quelque chose de très imposant. Et sachant que quand même, le CF Montréal, lui, a comme... mis un peu de l'avant, c'est eux qui sont allés taper à la porte des gouvernements en disant levez la main parce que là c'est quand même quelque chose d'important, on aurait de l'intérêt, etc. Et en me disant mais la famille Saputo a quand même de quoi aussi développer ce qu'ils demandent, c'est-à-dire les infrastructures, bâtir des bureaux, bâtir éventuellement des hôtels, etc. Parce qu'il y a aussi ce projet-là de développement autour. On est sur des contrats importants, il faut beaucoup d'argent, c'est des développements qui demandent quand même une certaine latitude dans les investissements, et la famille Saputo a ça. La ville est partante, puisque... Mais juste pour préciser, parce que tu disais tantôt, la Rive-Sud, là, à partir du moment où c'est la ville... C'est pas la Rive-Sud. On est d'accord là-dessus. C'est la ville de Montréal. Et pour ça serait l'île de Montréal. Alors, pour l'instant, la ville a été claire, il n'y a pas de site visé. On n'a pas de site parce qu'en fait, pour l'instant, c'est une demande d'information, c'est-à-dire que Canada Soccer a demandé aux villes, est-ce que ça pourrait vous intéresser? La ville de Montréal a dit, oui, ça pourrait nous intéresser. À partir de là, on va commencer à parler. Donc là, commencer à déterminer un site, etc., c'est vraiment trop tôt parce qu'il faut d'abord bien évaluer les besoins, les possibilités. Est-ce que la ville va embarquer? Quelles sont les aussi prérogatives qui peuvent être des uns et des autres? Donc c'est sûr que une chose est sûre, c'est ça, c'est que ça ne peut pas être sur la rive sud, à moins que après la ville de Montréal transfère le dossier, mais ça serait vraiment très étonnant. C'est pas du tout. De la ville exactement. Dans son assiette pour commencer à faire des passes à palette à rive sud. Exactement. Donc pour moi, c'est Montréal. J'ai creusé un peu à l'Union des municipalités du Québec. J'ai posé la question à Longueuil. J'ai pas fait toutes les villes de la rive sud non plus parce qu'à un moment, voilà. On n'a entendu parler de rien. Et l'association régionale de soccer non plus de la Rive-Sud n'est pas au courant. Il n'y a pas de club de la Rive-Sud qui est impliqué là-dedans. Donc pour l'instant, c'est Montréal. Montréal a dit oui, nous, on est là. La mairesse de Montréal a appuyé la demande en envoyant une communication, une lettre au président de Soccer Canada. Pour l'instant, donc, c'est Montréal. Après, Montréal, c'est grand.
Donc nous, on pense à peut-être, Hochelaga Maisonneuve, Ville-Marie, mais ça peut être aussi beaucoup plus loin. Ça peut être à Pierrefonds-Roxborough, pourquoi pas, en fait, où peut-être il y a plus d'espace. Et puis je dis Pierrefonds-Roxborough pour l'exemple, c'est pas du tout... Dans l'article aussi, parce que là, tu viens de parler, la fameuse photo de François Legault, on voit quand même Gabriel Gervais et Alexandre Panton, directeur des communications. Le CF Montréal, la famille Saputo aussi est derrière. Tu as parlé, c'est pas des enjeux, mais un des aspects positifs de la candidature montréalaise, c'est qu'il semblerait que les Saputo soient derrière des gens qui ont de l'argent dans les circonstances. En même temps, je lis ton article, puis il y a un peu d'ambivalence. C'est le CF Montréal, c'est la famille Saputo. À quel point le club de soccer, le CF Montréal, est engagé là-dedans? Alors, ce qui est comme sûr, c'est ce qui est dans l'article. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai posé les questions et j'ai repris ce qu'on m'a dit. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est moi, par rapport à ce qu'on me raconte, je comprends, et le contexte, que j'en pense. Le CF Montréal a sorti le parapluie, absolument, en disant, nous, on voit un potentiel important d'accueillir ce centre national d'entraînement. On est un leader du soccer dans la province. On a le réseau pour interpeller le Premier ministre et la mairesse, etc. On est un atout pour les décideurs. Voilà. Et donc, en tant que leader du soccer dans la province, on veut interpeller les gens et c'est ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. Ça s'arrête là. On s'entend que tu fais pas ça avec le calendrier hivernal qui s'en vient si tu vas pas occuper ne serait-ce qu'une partie de ces installations-là. Là, on est dans l'interprétation, mais pas seulement, et tu as raison de le souligner, parce que Canada Soccer, dans sa liste de doléances, veut que ces installations soient utilisées à l'année. Des locataires, dans le fond. Là, il y a des locataires. Et ça peut être, et il le mentionne, ça peut être équipe professionnelle ou équipe régionale. Bref, peu importe, mais il faut qu'il y ait des gens qui utilisent ça à l'année. Ça, plus ça, plus ça, calendrier hivernal, besoin d'infrastructures du CF Montréal, exigence de Soccer Canada d'avoir des équipes qui jouent à l'année. Pas de bulle au centre Nutrilait. Pas de bulle au centre Nutrilait, des enjeux, etc. Voilà, la logique voudrait nous dire que bah oui, ça paraît évident, il y a un besoin, etc., etc. Il y a des gens qui peuvent construire ça, il y a des espaces, etc. Oui, maintenant, le CF Montréal dit, nous, ça n'a rien à voir avec nos infrastructures, on peut s'en occuper, etc. Je peux envisager qu'ils disent ça aussi pour préserver un petit peu les attentes, parce qu'on sait que le dossier des infrastructures est quelque chose qui prend pas mal de place chez les supporters qui sont inquiets, parce que s'il n'y a pas de bulle, alors ça veut dire qu'on déménage et qu'ils ne veulent pas, je pense, rentrer dans ce schéma-là en donnant des attentes, etc. Mais quand on regarde ce que demande Soccer Canada et les besoins du CF Montréal, c'est sûr qu'on peut... Ouais. C'est un bon fit. Il y a une adéquation. En fait, une équation qui se fait. J'avais une suite dans les idées. Oui, mais non, attends une minute. C'est parce qu'on est d'accord. Si Soccer Canada met le centre d'entraînement à Vaughan, en plus du stade national à Toronto, puis on va avoir l'impression, comme l'ensemble du Canada depuis toujours, que la seule ville canadienne au monde, c'est Toronto. Le reste, on est en périphérie. C'est normal, c'est la métropole, mais en même temps, il y a... Soccer Canada, c'est des Anglos souvent qui décident. Est-ce que, justement, ça joue pour, ou parce que tu connais l'association canadienne, tu leur parles régulièrement, puis est-ce que ça joue pour ou contre le fait que ça soit proche de Toronto, enfin que ça soit Toronto, plus ou moins Vaughan? Ça, c'est compliqué à dire, mais il y a aussi la question d'Ottawa. Il y a aussi la question d'Ottawa, le siège de Soccer Canada, la bâtisse, je ne sais plus comment s'appelle la rue là, mais bref, ils avaient l'intention de le vendre. Donc qu'est-ce que ça signifie aussi? Quelle est la place d'Ottawa? Je pense que c'est important que Soccer Canada reste à Ottawa, mais est-ce que si vous construisez un centre d'entraînement, les bureaux de Soccer Canada vont être dans ce centre d'entraînement? Parce qu'il y a un volet administratif dans les bâtisses qui est suggéré. Donc c'est important, je pense aussi... politiquement d'être à Ottawa et d'être au sein de la capitale fédérale. Donc il y a chaque site a son intérêt, a son potentiel.
Évidemment, Toronto, c'est quand même, voilà, tu l'as dit, une place importante au sein de Soccer C'est Canada. l'argent au Canada est là, est concentré. Voilà, après, il y en là. a aussi à Montréal, mais et puis on l'a dit avec la famille Saputo, là, il ne faut pas oublier que la famille Saputo paye une partie aussi du salaire de Jesse March. Donc, il y a aussi... En même temps, Toronto aussi en paye une partie. Oui, exactement. Et Vancouver va avoir des installations un peu plus vides probablement dans les prochaines années. Fait que... Donc, alors, là, il y a des enjeux aussi d'installation à Vancouver, mais alors, après, pour l'image, je pense que rendu à certains degrés d'importance du projet, l'image, oui, est importante, mais il va y avoir aussi, voilà, qui est capable de rendre le projet. Exactement. De livrer la marchandise. Livrer la marchandise et de répondre aux besoins, etc., etc. Donc, Mais c'est là où c'est un gros avantage. La famille Saputo, là, c'est comme ça que tu peux le présenter. Tu sais, on en parlait un peu plus tôt cette année. Quand on est allé faire un tour en Floride au camp d'entraînement, l'argent que tu dépenses pour amener tout ton monde en Europe pour le camp d'entraînement, aux États-Unis, la famille... Moi, je suis pas mal certain que tu fais un calcul là, sur X nombre d'années. Nous, on contribue financièrement à un projet qui, au départ, est celui de Canada Soccer. Right? C'est Avon, là, c'est Canada Soccer qui paye au complet avec ses partenaires, je présume. Là, si toi, tu t'impliques là-dedans, tu baisses la facture de Canada Soccer, mais en même temps, tu t'inventes un centre d'entraînement qui comble les besoins que tu vas avoir dans pas long pour hiverniser tes infrastructures, parce que tu vas en avoir besoin avec le calendrier hivernal. Puis après ça, sportivement, tu consolides la place de Montréal, parce que c'est pas vrai que la famille Saputo, en tout cas, ce serait fou raide, à mon sens. Tu t'investis dans un projet comme celui-là pour finalement déménager 3-4 ans plus tard. Tu t'investis pour rester. Et ça, qui va en profiter? C'est Canada Soccer avec ses équipes nationales aussi. Moi, pour ça, je pense que ça va être beaucoup plus disputé qu'on pense. Oui. Parce que... plutôt que de simplement exactement, donner parce que si tu y vas dans l'esprit soccer, tu te dis, aïe, je vais peut-être aider Montréal. Puis on va avoir 2 pôles, on va avoir Toronto et Montréal. Il va y avoir l'Ouest, mais... on s'organisera. Bref, ça serait intéressant. Le bill est payé en partie. En même temps, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ils vont peut-être dire, on va garder notre force de travail, notre workforce, nos employés qui sont principalement ontariens et ottaviens, on va les garder dans le bout. Ou on va peut-être rester à Toronto parce que tous nos commanditaires, c'est là, puis c'est là qu'il y a de l'argent. Ou encore, justement, en étant bon joueur, on va dire, hey, Vancouver a peut-être besoin de quelque chose de structurant pour garder une 3e équipe MLS dans l'ouest du pays. Peut-être que, justement, il y a un Ryan Reynolds ou il y a un investisseur qui va arriver qui va dire, hey, moi, j'achète les Whitecaps, aidez-moi, puis Fait que ça va être disputé, ça va être un enjeu important, puis ça va, je pense, je vais peut-être trop loin, là, puis vous me corrigerez, mais ça pourrait marquer l'histoire du soccer canadien d'une pierre blanche, parce qu'il va y avoir premièrement des infrastructures qui semblent être, je ne vais pas dire extraordinaires, mais assez grandioses, qui vont nous mettre au niveau avec plusieurs autres nations sur la planète. Puis, ça va changer la géopolitique du soccer au Canada même, dans ses infrastructures, puis dans sa base aussi. C'est vraiment... En tout cas, il va falloir suivre ça, puis je pense j'en ai parlé, il faut se pitcher devant l'autobus pour Vancouver. Il va peut-être... ça dépend. On va peut-être attendre avant de se pitcher complètement devant l'autobus. OK, c'est noté. OK. Hey, Quentin, reste avec nous parce que il y a un extra qui vient tout de suite après. On va continuer à parler de cette édition-là de Québec Soccer. En fait, on est à 49 ans de Québec Soccer. 49 ans, 50e en 2027. Boy. Est-ce que maintenant, pour les Québec Soccer, il faut tirer, il faut avoir des doubles foyers? C'est pour les jeunes, pour les vieux, c'est pour tout le monde. Juste moi, je fais ça maintenant pour lire, hein. Vous savez ça, en tout cas. Tu sais que c'est disponible en ligne maintenant, hein? C'est en format en gros digital. Caractère, je peux mettre les... Tu peux zoomer. Tu peux zoomer. Ah, ouais, très bien. OK. OK, on fait ça. On se retrouve du côté de l'extra.